Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour de nouveaux entretiens de l'émission Le Micro du Soir et je vous souhaite à toutes et à tous une belle année, sereine et surtout en bonne santé. Et pour commencer 2026, j'ai choisi d'interviewer quelqu'un qui va pouvoir nous expliquer ce qu'il est en train de se passer au sein de l'un des pays limitrophes de la Roumanie, un pays qui a démarré l'année avec quelques changements importants. Je me réfère bien sûr à la Bulgarie. Depuis le 1er janvier, elle est devenue le 21e État membre de l'Union européenne, faisant partie de la zone euro. Dans le même temps, les manifestations de décembre ont fait tomber le gouvernement, ce qui signifie que de nouvelles élections parlementaires anticipées devront être organisées probablement dans les mois qui viennent. Et pour nous parler de tout cela ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Antoni Todorov, professeur de sciences politiques à la nouvelle université bulgare, avec lequel nous allons converser depuis Sofia, la capitale de la Bulgarie, où il se trouve en ce moment. Antoni Todorov, bonsoir. Bonsoir et merci pour votre invitation et bonne année. Et bonne année à vous également. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de nous intéresser à la situation politique, je vous propose de commencer notre échange sur l'adhésion à l'euro qui, semble-t-il, ne fait pas que des citoyens enthousiastes en Bulgarie. Dans un entretien que vous avez accordé début décembre aux médias Regard, vous expliquez, je vous cite, que près de la moitié des Bulgares estiment que leur pays n'est pas prêt à franchir le pas, compte tenu notamment de leurs revenus plus bas que dans les autres pays de la zone euro. Mais ils ne sont pas pour autant opposés à l'adoption de l'euro, alors qu'il existe des forces politiques qui le sont ouvertement pour différentes raisons et qui attisent les craintes de la population. Vous mentionnez également, comme il est d'ailleurs indiqué sur le site de la Banque Centrale Européenne, que ce changement devrait se faire de façon harmonieuse. Je vous cite, « Les banques convertiront les leva en euros automatiquement, sans frais supplémentaires, jusqu'à la fin juin, et les prix seront calculés de manière très exacte avec un taux de change de 1,955 lev pour 1 euro. » Néanmoins, selon vous, quelques risques subsistent, notamment concernant la répartition des bénéfices issus de l'entrée dans la zone euro. Antoni Todorov, pourriez-vous nous préciser les détails de ce risque et comment de ces risques et comment le gérer? Oui, je peux dire que pour le moment, techniquement, la transition se passe assez bien en Bulgarie. Évidemment, il y a des tout petits problèmes comme manque d'euros, de 100 euros dans les petits magasins, parce que la loi exige aux commerçants de rendre le reçu toujours en euros, mais ceci est vraiment, minimal. C'est vrai que la société bulgare était un peu divisée au sujet de l'euro pour des raisons diverses, mais je pense que la raison la plus essentielle est exactement ce que vous avez cité tout à l'heure. Comment répartir les bénéfices de l'entrée de la Bulgarie dans la zone euro. La société bulgare est une société fortement divisée avec des inégalités assez évidentes, et donc pas tout le monde va profiter de la même façon. Évidemment, pour moi, un professeur universitaire, etc., qui voyage dans des pays qui ont adopté l'euro, etc., ça facilite beaucoup les voyages. Pour les entreprises qui font des échanges, ça va faciliter les échanges, etc. Il y a quand même aussi un autre risque dont on ne parle pas beaucoup en Bulgarie, mais qui est un risque réel. Ce sont les gouvernements en Bulgarie. Parce que l'entrée dans la zone bulgare fait... À la zone euro, oui. Oui, dans la zone euro, facilite beaucoup les emprunts qui peut être emprunté. Oui, les empruntes. Voilà. Et donc, le risque est toujours des gouvernements qui peuvent agir comme le gouvernement en Grèce à la veille de la grave crise avec l'euro en Grèce. C'est ça, de mon avis, le risque. Mais ce n'est pas le risque qui provient de la zone euro elle-même en tant que telle. Au contraire, je peux dire que la zone euro, quand même, a maintenant des mécanismes qui peuvent s'opposer à ce genre de danger. D'accord. Beaucoup plus qu'avant. Voilà.
Et donc, moi, non, je suis plutôt optimiste. Voilà, aussi bien pour la société bulgare, parce que, comme je vous ai dit, tout se passe relativement bien. Et fin janvier déjà, je pense que tout sera maintenant en euros en Bulgarie. Mmh. Est-ce que les forces pro-Leva sont déjà en train de s'essouffler un petit peu? Mais comment dire, partiellement, mais en fait, la force la plus évidente, c'est le parti Возрождение, ou Renaissance, voilà, on peut traduire comme ça le nom. C'est un parti ultranationaliste de l'extrême droite qui maintenant a lancé une campagne pour écrire sur les nouvelles banknotes, voilà, les pièces de banque euros, voilà, qui sont en circulation en Bulgarie, des slogans genre à bas l'euro, on veut revenir au LEF, etc. Donc des choses comme ça. Mais la Banque centrale a averti tous les Bulgares que ces pièces de banque vont devenir nulles. Au moment des inscriptions comme ça, elles vont être confisquées tout simplement, ne vont pas repartir dans la circulation. Et donc, voilà, c'est de mon avis, une activité assez, comment dire, assez bête, assez ridicule. Et je pense qu'elle n'aura pas beaucoup de conséquences. Mais ceci dit, Возрождение, un parti politique parlementaire qui déclare avoir l'objectif de prendre le pouvoir, a déclaré qu'une fois au pouvoir, elle va sortir la Bulgarie de la zone euro, ce qui aussi me paraît une promesse non tenable du tout. Alors, vous êtes plutôt optimiste et vous argumentez très bien cet optimisme. Cependant, si je ne me trompe pas, la Bulgarie, le premier pays de l'euro, le premier pays de l'UE, de l'Union européenne, a adhéré à l'euro avec un gouvernement démissionnaire et un budget qui n'a pas encore été adopté. Donc c'est quand même un peu inquiétant, non ? Oui, c'est inquiétant, évidemment. Sauf que le dispositif, disons, technique du passage à l'euro a été déjà réalisé, existe sur place. Donc ça ne dépend pas tellement du gouvernement maintenant. Mais c'est vrai qu'on n'a pas un budget. La Bulgarie, paraît-il, n'est pas le seul pays de la zone euro. Son budget, je vois la France aussi, qui a des difficultés pour ce moment. C'est vrai que c'est un risque. C'est vrai que on attend les élections anticipées fin mars au début avril, et pendant ce temps, on aura une sorte de gouvernement ad interim, un gouvernement technique plutôt, qui n'a pas beaucoup de pouvoir dans la sphère budgétaire. Il peut suivre uniquement le budget de l'année passée, qui a été prolongé par une loi. Et je ne crois pas que dans ces mois-là, le Parlement, qui est toujours en place, entre autres, voilà, seulement le dernier mois, il sera en congé, en quelque sorte, congédié. Il peut faire des changements dans la législation et peut adopter un nouvel objet, sauf que je ne vois pas vraiment de consensus politique entre les partis politiques représentés pour avoir un budget avant l'élection d'un nouveau Parlement. D'accord. Alors, on va en parler justement de cette situation politique en Bulgarie. Toujours dans cet entretien aux médias Regard que vous avez donné début décembre, vous expliquez, je vous cite une nouvelle fois, que le cabinet du Premier ministre Rosef Jeliaskov est le fruit d'un compromis, ça c'était bien début décembre que vous dites ça, est le fruit d'un compromis entre trois partis politiques très différents qui étaient auparavant opposés l'un à l'autre. C'est un gouvernement minoritaire qui jouit néanmoins de l'appui d'une quatrième formation, le Mouvement des droits et des libertés représentant la minorité turque. Issue d'une scission, la faction alliée au gouvernement est dirigée par le chef historique
historique de ce mouvement, Delian Pevsky, un personnage politique très controversé, accusé de corruption. De son côté, l'opposition est divisée entre notamment un parti nationaliste pro-russe, dont vous avez parlé, Vazradan, Renaissance, et un parti libéral de centre-droit, l'Union des forces démocratiques. Heureusement que vous êtes là pour un petit peu détailler et expliquer la scène politique bulgare, qui est assez compliquée. Vous parlez dans les mois qui viennent d'un éventuel gouvernement de technocrates. Quels sont les scénarios possibles, mais sur l'année de 2026, après les élections? Comment vous voyez le paysage politique en Bulgarie s'il arrive à se consolider d'une façon ou d'une autre? Le paysage politique, de mon avis, restera dans les mois qui viennent assez diversifié et dans une situation de, chacun pour soi et chacun contre tous les autres. Ce que je ne vois pas facile à faire, c'est d'arriver à une majorité parlementaire consolidée plus ou moins. C'est vrai que le gouvernement d'aujourd'hui était issu d'un grand compromis, et c'était pas le seul. En fait, une partie des partis de l'opposition qui s'opposent aux autres, qui s'opposent surtout au plus grand parti, celui qui gagne la plupart des sièges pendant toutes ces élections. On a eu, entre autres, 8 élections depuis 2021. Depuis 2021, on a eu 8 élections, et toujours des élections anticipées. Et donc le parti qui les gagne toujours, Gerb, de Boyko Borisov, qui était à l'époque aussi un premier ministre, etc., aussi controversé, aussi une figure politique qu'on soupçonne être aussi à la base de la corruption. Mais ce parti-là avait fait certainement des gouvernements avec des partis de l'opposition. Et l'opposition d'aujourd'hui, je pense de PPDB, donc une opposition libérale, plutôt centre-droite, libérale, même un peu centriste, je peux dire. Aussi le Parti socialiste qui était un des critiques de Gerb et qui participait dans ce gouvernement, etc., etc. Uniquement Vazraždin, donc le Parti Renaissance de l'extrême droite, n'était pas dans cette situation, donc toujours en opposition, mais à cause quand même de son extrémisme, pour le moment, le parti reste un peu isolé, parce que les autres ne veulent pas vraiment une coopération avec Vazraždin. Et donc, ce qui est le grand risque, qu'on n'arrivera peut-être pas dans les mois qui viennent à former une majorité gouvernementale au Parlement. Qui avec qui, hein? Même l'opposition qui centriste et libérale, qui veut prendre le pouvoir et qui même déclare vouloir être pas seulement le premier parti, mais le parti avec plus que la moitié des sièges. Ça veut dire pouvoir gouverner seul. Moi, je crains que toujours dans nos situations de nouvelle démocratie, un parti qui gouverne seul, très rapidement se corrompt. Voilà. C'est un risque. Voilà. C'est un risque. Et donc, pour moi, une éventuelle formule gouvernementale sera basée sur un compromis. Ça, c'est clair. Le parti Vazraždin, donc extrême... Vazraždin, pardon, excusez-moi. Est-ce que il est crédité de combien en termes d'intention de vote, en pourcentage à peu près, aujourd'hui? Écoutez, pendant... disons, plusieurs mois, ils arrivaient à 14% des électeurs, des votants. Mais maintenant, il est un peu moins, autour de 19%.
Un peu moins. Enfin, vous dites 14% et maintenant, non, il était à 19% et maintenant 14%, non? C'est ça? Non. Il était à 14%, oui. Maintenant il est à 9-10%. 9-10%, voilà. Pardon, excusez-moi. Oui. J'ai dit 10, 9, mais 9-10%. Oui, d'accord. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il est le seul parti extrémiste véritable? Non, il y en a d'autres, mais ils sont beaucoup plus petits, sauf que celui-ci est le plus visible. Il y a d'autres partis nationalistes, mais paraît-il, ils ne paraissent pas tellement extrémistes comme Vazraždin, par exemple, parce que les autres partis, disons de l'extrême droite, ils ne posent pas comme promesse de faire sortir la Bulgarie, par exemple, de la zone euro ou même de l'Union européenne, de l'OTAN, etc., alors que Vazraždin, c'est tout à fait autre chose. Mais donc, vu qu'ils ils ont peu de chance, très peu de chance de gouverner seuls, il n'y a pas en Bulgarie, comme ça peut être éventuellement le cas en Roumanie avec le parti AUR, qui est crédité d'environ 40% des intentions de vote. Il n'y a pas cette crainte d'un basculement vers un régime d'extrême droite. Il n'y a pas cette crainte-là en Bulgarie. Je pense que pour le moment, non, on n'a pas cette crainte. Mais j'ajoute toujours pour le moment. Parce que vu quand même la société qui peut devenir très 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 déçue de plusieurs élections qui ne donnent pas de résultats, peut-être que certains citoyens se diront mais à quoi ça servent les élections, peut-être mieux de s'en passer, de donner le pouvoir dans les mains de noms forts, etc., quelque chose comme ça. En Bulgarie, est-ce que vous avez une immigration qui vient de pays d'Asie, comme c'est le cas en Roumanie ? Écoutez, je pense que les chiffres donnent plutôt une immigration assez limitée, parce que les immigrés en Bulgarie préfèrent justement de passer par le pays et d'aller vers l'Occident, les pays de l'Occident. Ils ne restent pas. Et maintenant, la Bulgarie faisant partie du Schengen, pour eux, ça paraît plus facile. D'accord. Ils ne restent pas. Donc vous n'avez pas de Népalais, de Sri Lankais qui travaillent pour les services de restauration, voilà, mobile, disons, je ne me rappelle plus comment on dit. Voilà, vous n'avez pas ça. Pas tellement, sauf que les hôteliers et les restaurateurs le disent de plus en plus qu'ils ont besoin de main-d'œuvre qu'ils ne retrouvent pas en Bulgarie. Donc ils veulent le contraire. Voilà. Oui, d'accord. Anthony Todorov, je lis dans un article daté du 8 janvier, du correspondant de RFI à Sofia, Stilian Deyanov, que d'après de récents sondages, plus de 40% de l'électorat bulgare voterait pour un nouveau parti afin notamment de sortir de l'emprise de l'ancien Premier ministre dont vous parliez, Boyko Borisov, et du GERB, qui reste la formation la plus importante au sein du Parlement bulgare. 40%, c'est quand même c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est vrai qu'il y a une attente, mais ça c'est, comment dire, c'est une attente structurelle. Dans des élections qui ne donnent pas un résultat, les partis politiques en baisse de crédibilité presque totale. Donc une partie importante s'attendent à un changement, sauf que ces 40% ont des représentations très différentes pour le futur. Donc, qui est-ce qui peut les réunir et profiter de leur vote? C'est une question très, très, très difficile. On attend, par exemple, un nouveau projet politique de la part de l'actuel président de la République, Rumen Radev. Voilà. Rumen Radev a fait comprendre qu'il n'est pas très loin d'une telle solution, sauf que son mandat expire fin ou début de l'année 2027, janvier. Voilà. Donc, il y aura des élections présidentielles
à la fin de 2026, cette année, et je ne crois pas qu'il va quand même déposer sa démission avant cette date pour se lancer dans un projet politique nouveau. Oui, parce qu'il peut pas se représenter. Il peut se représenter, sauf qu'il doit démissionner comme président de la République. Et je ne crois pas qu'il le fera avant... se représenter pour être président de la République, je voulais dire. Non, il ne peut pas. Voilà, c'est ça. C'est la fin de son deuxième mandat. Voilà, c'est ça. Donc, il ne peut pas se représenter. Mais concernant précisément Roumen Radev, le président, il a, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il a été contre les sanctions vis-à-vis de la Russie. L'entrée dans l'euro, selon vous, pourrait-elle modifier les opinions et ou les tendances politiques concernant la guerre en Ukraine ? Oui, mais disons tout d'abord que Roumen Radev ne s'est jamais opposé aux sanctions contre la Russie. Il s'est opposé à l'aide militaire pour l'Ukraine, pas à l'aide, disons, humanitaire, etc. Ça veut dire que sa position reste ou semble être un peu ambiguë, et ses adversaires tout de suite l'ont classé du côté de Poutine, de Orban, etc. etc. Non, je pense qu'il est beaucoup plus, raisonnable et limité dans ses... Il a même déclaré qu'il est était un général de l'OTAN, etc., etc. Il a salué l'entrée de la Bulgarie dans la zone euro, même s'il y a quelques mois, il a proposé un référendum au sujet de l'euro. Mais il avait expliqué que pour lui, c'était plutôt une façon de rediscuter la préparation de la Bulgarie pour l'entrée dans la zone euro. En tout cas, il n'est pas contre les sanctions vis-à-vis de Moscou. Non. D'accord. Il ne s'est jamais opposé aux sanctions contre la Russie et à l'aide en général pour l'Ukraine. Je dis en général, l'aide humanitaire et financière, mais pas l'aide militaire en termes d'armes. Et la société bulgare en général, elle soutient l'Ukraine ? Je pense que la société bulgare semble assez divisée en ce qui concerne le soutien à l'Ukraine. Il y a évidemment certaines raisons, je pourrais dire, historiques, nostalgiques du rôle qu'a joué la Russie dans l'histoire de la Bulgarie. Il y a toujours au centre-ville de Sofia un grand monument du tsar de l'Empire russe, Alexandre II de Russie, qui est nommé en Bulgarie, qui est considéré en Bulgarie être le tsar libérateur, vous voyez. Donc il y a toutes sortes de nostalgie de ce genre-là. Et puis aussi des liens culturels, historiques, pour une partie de la population en Bulgarie. Mais ceci dit, beaucoup de Bulgares, avant cette guerre-là, ne distinguaient pas beaucoup la Russie et l'Ukraine. Vous voyez, l'Ukraine faisait partie aussi de ce grand empire russe. Des soldats, paraît-il, ukrainiens avaient participé dans cette guerre de libération fin du 19e siècle, etc., etc. La guerre a quand même divisé beaucoup les forces politiques en Bulgarie, plutôt que la société, mais la société aussi. Donc une partie, soutiennent, c'est pas une partie peut-être importante, mais soutiennent la guerre de la Russie contre l'Ukraine, soutiennent le président Poutine. Mais c'est pas la majorité. En tant que guerre. Mais c'est pas la majorité. Loin de là. D'accord. Non. On est loin de là. Loin de là, Anthony Todorov, on va terminer cet entretien sur un autre sujet. En tant que professeur d'université, vous êtes en lien, évidemment, avec la jeunesse bulgare. Comment vous la percevez ? Fatiguée, avec de l'espoir, désireuse de s'impliquer en Bulgarie ou d'en partir ? Tout au long de ces dernières manifestations qui ont renversé le gouvernement, on a commencé beaucoup de parler en Bulgarie de cette fameuse génération Gen Z, génération Z, oui, les plus jeunes. Sauf qu'on parle assez souvent au sujet de pour cette génération, comme si c'est un ensemble avec des visions uniques pour l'avenir. Moi, je pense que cette génération est aussi bien divisée que la société bulgare.
Donc, dans cette génération, on peut trouver des situations très, très, très différentes. De très jeunes qui font des études, qui apprennent des langues étrangères, etc., mais aussi des jeunes qui sont nés dans des familles très pauvres ou marginalisées, comme par exemple le groupe des Roms en Bulgarie, et donc qui ne voient pas de la même façon leur avenir, et n'avaient pas participé de la même façon dans les protestations, ne veulent pas la même chose. Mais ce qui aidait quand même dans la rue, c'était cette partie de la génération Z ou Gen Z qui se révoltait contre une situation où on voit tellement de compromis avec des politiciens compromis, hein, comme Delampevski, comme Boyko Borisov, qui voulaient plus ça, tout simplement. Oui. Voilà, ils se rendent bien compte qu'un gouvernement d'intérim, c'est un risque pour le passage à l'euro, etc. C'est une génération qui, au contraire, est très pro-européenne, se rend compte des risques, mais en même temps ne veut pas supporter cette situation. Et donc, elle s'est révoltée. Et comme vous est-ce que ceci est capable de produire un projet politique? Je suis quand même sceptique. Oui. Parce que la plupart de ces gens-là, dans les manifestations contre le gouvernement, peut-être n'iront pas du tout voter aux élections anticipées. C'est ça qui est, de mon avis, un grand risque. Et ce que vous disiez en début d'entretien, si d'un côté, comme en Roumanie, il y a évidemment, depuis l'entrée dans l'euro, non pas dans l'euro, dans l'Union européenne, il y a une classe moyenne qui s'est toutefois consolidée. D'un autre côté, ces dernières années, vous avez vu une division, ou plutôt un écart qui s'agrandit entre ceux qui ont les moyens de bien vivre et les autres. C'est ça? Oui, je pense que quand même, suite de cette grande transformation post-communiste et l'entrée de la Bulgarie comme la Roumanie dans l'Union européenne, on a eu évidemment ces conséquences, de mon avis, très positives de la création d'une classe moyenne importante, plus ou moins importante. Mais ceci dit, et là on peut le constater, le voir dans la dernière décennie, même 2 décennies après l'an 2000, qu'on a aussi l'envers, donc une classe moyenne qui est sous la pression quand même des plus riches, qui s'enrichissent davantage, et en plus un fonds social des pauvres, une pauvreté relativement extrême qui grandit. Et donc je pense que grosso modo, ces inégalités-là représentent un des risques majeurs pour le système démocratique, la démocratie en tant que telle. Parce que la démocratie était toujours un régime politique qui se base sur une égalité politique et pas seulement des citoyens. Une égalité des citoyens, des citoyens capables de participer activement dans la vie politique. Sinon... Ouais. Anthony Todorov, où avez-vous appris le français? Vous parlez vraiment très bien, bravo. Oh, merci beaucoup. Mais je l'ai appris en Bulgarie. Je n'ai pas fait des études en France ou dans un pays francophone. Vous n'avez jamais résidé dans un pays francophone? Non, pas plus que 2 mois avec des bourses de recherche après 90. D'accord. Mais comment dire, je ne sais pas, j'avais peut-être de très bons profs. et puis, c'est l'amour de la langue aussi que j'ai hérité de ma mère, qui était architecte et qui m'a transmis un peu l'amour du français. D'accord. Parce que la francophonie en Bulgarie, comment se porte-t-elle? Mais écoute, il y a toujours une partie de la société qui reste francophone, c'est une petite partie. La langue bulgare, c'est pas comme le roumain, qui est une langue latine quand même, il y a des racines communes avec les langues latines, le français, etc. Non, en Bulgarie, c'est une francophonie choisie,
choisi culturellement, choisi aussi politiquement par une partie de la société. Récemment, de ce que j'ai vu quand même, comme la présence de l'agence universitaire de la francophonie, elle s'est un peu retirée de la Bulgarie, qui est, de mon avis, très malheureux. Oui, je ne le comprends pas. Voilà. Je ne le comprends vraiment pas. Et donc, mais elle est toujours présente. L'agence universitaire francophone est toujours présente. Oui, elle est toujours présente. Ça veut dire le siège de cette présence, c'est à Bucarest, c'est le BECO, le Bureau de l'Europe centrale et orientale. Avant, il y avait une antenne. L'antenne avait été supprimée. Puis, un des instituts de l'AIF, l'ESFAM, l'établissement spécialisé francophone de management et de gestion de management, d'administration et de management, il a été supprimé. Moi, je trouve ça vraiment très malheureux. Qui était dirigé par Mohamed Kettata, d'ailleurs, non ? Si je me trompe. Si je me trompe pas. Oui, Mohamed Kettata, il est parti en retraite, donc voilà. D'accord, et il a été supprimé, cet institut, d'accord. Oui, de ce que je comprends, c'est une décision pour des raisons budgétaires, mais quand même, c'est une très mauvaise décision, je pense. D'accord. Eh bien, écoutez, c'est un message aussi que vous lancez aux auditrices, auditeurs de RFI, de ne pas oublier la Bulgarie, sa francophonie. Et quand on entend quelqu'un parler aussi bien français que vous, on se dit qu'il faut préserver, il faut continuer à soutenir la francophonie en Bulgarie. Anthony Torov, je vous remercie infiniment. J'avais très envie, pour ce premier entretien du Micro du Soir, de l'année, que vous nous expliquiez ce qui se passe en Bulgarie, parce que il était nécessaire de le faire. C'est un pays qui a fait beaucoup parler de lui récemment. Donc je vous remercie infiniment. Et encore une fois, belle année à vous. Belle année, merci beaucoup aussi pour l'invitation et bonne continuation à vous. Merci Anthony Todorov. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, comme d'habitude. Encore une fois, très belle année, beaucoup de sérénité et surtout, le plus important, très bonne santé. À bientôt. Week-end Placout, au revoir.